Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 partout en Côte d'Ivoire. Bienvenue dans ce flash d'information. Alassane Ouattara est rentré de la capitale nigérienne vendredi soir. Le chef de l'État a pris part au sommet extraordinaire de la CEDEAO à Niamey. Un sommet consacré à la situation sociopolitique en Guinée-Bissau. On fait le point avec Viviane Haïma. La CEDEAO, au chevet une fois encore de la Guinée-Bissau, qui est confrontée depuis le 28 octobre dernier à une nouvelle crise politique et institutionnelle après les deux précédentes crises qu'elle a connues en 2012 et en 2015. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est donc réunie ce vendredi 8 novembre à Niamey au Niger en une session extraordinaire convoquée en urgence par le président en exercice de l'organisation, le président du Niger, Mahamadou Issoufou. 7 chefs d'État étaient présents, dont le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. On se rappelle qu'au cours de ses 2 mandats à la tête de la CEDEAO de 2012 à 2014, le président de la République, Alassane Ouattara, avait eu la lourde charge de gérer une crise politique en Guinée-Bissau, en l'occurrence le coup d'État survenu dans ce pays en 2012. Le règlement de cette crise par la CEDEAO a connu une issue favorable avec la tenue d'élections démocratiques dans ce pays en 2014. En 2015, la Guinée-Bissau était à nouveau plongée dans une crise institutionnelle avec le limogeage par le président José Mario Vaz du Premier ministre Domingo Pereira, issu de la majorité parlementaire. Le règlement de cette deuxième crise politique devait s'achever avec la tenue de l'élection présidentielle prévue pour le 24 novembre prochain, mais depuis le 28 octobre dernier, la Guinée-Bissau est à nouveau une fois de plus victime d'une nouvelle crise politique avec le limogeage par le président José Mario Vaz du Premier ministre Aristide Gomez, issu lui aussi de la majorité parlementaire. Cette nouvelle crise politique qui survient vient remettre à plat tous les efforts déployés par la CEDEAO depuis 2015 pour la sortie de crise en Guinée-Bissau, a déploré le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Brou, à l'ouverture du sommet. C'est le 28 octobre 2019, quasiment à la veille de l'ouverture officielle de la campagne pour l'élection présidentielle, que, contre toute attente, le président de la République a pris un décret pour démettre le Premier ministre et son gouvernement pour nommer un membre de la minorité parlementaire au poste de Premier ministre. Cette double décision, aussi surprenante qu'incompréhensible, nous ramenait en 2015, rejetait l'élection présidentielle au calendrier grec et créait ainsi les conditions d'une instabilité avec une menace sur la paix dans le pays. La situation qui en a résulté était inacceptable pour la majorité parlementaire bissau-guinéenne. Elle était aussi pour la CEDEAO, qui s'était beaucoup investie depuis plusieurs années pour la restauration de la paix et la stabilité dans ce pays frère. Et comme pour signifier clairement la position de la CEDEAO, le président en exercice, Mahamadou Issoufou, a fermement condamné cette nouvelle crise politique. La Guinée-Bissau, un État membre de notre communauté, vit actuellement une situation de crise politique et institutionnelle grave, avec des conséquences désastreuses pour ce pays et pour notre sous-région. La CEDEAO s'est déjà beaucoup investie depuis 2015 pour y soutenir la normalisation sociopolitique et garantir la paix et la sécurité. Notre sommet doit envoyer aux protagonistes un message clair. La CEDEAO ne peut tolérer, pour quelque raison que ce soit, la déstabilisation d'un État membre. Après les discours d'ouverture, les chefs d'État et de gouvernement, au terme de leur concertation, ont exigé la démission immédiate du nouveau Premier ministre nommé par le président José Mario Vaz, menace assortie de sanctions. Ils ont aussi décidé du maintien de la date du 24 novembre pour le premier tour de l'élection présidentielle en Guinée-Bissau. Ils ont décidé de l'envoi d'une mission des chefs d'État en Guinée-Bissau le 16 novembre prochain, comprenant les chefs d'État de la Côte d'Ivoire, du Niger, de la Gambie, du Ghana, de la Guinée, pour informer le président
bissau-guinéen, absent des délibérations, des décisions arrêtées par la conférence des chefs d'État, l'organe suprême de la CEDEAO. Et ici à Abidjan, après 2 mois de vacances, la Cour d'appel d'Abidjan a effectué hier vendredi sa rentrée judiciaire 2019-2020. L'audience solennelle de rentrée s'est tenue à Abidjan au plateau. Elle a vu l'installation des magistrats nouvellement affectés à la Cour d'appel d'Abidjan et au parquet général après la dite cour. Éric Goré. Les populations ivoiriennes ont affiché leur présence massive à cette rentrée judiciaire de la Cour d'appel d'Abidjan. L'année judiciaire, qui a débuté le 1er octobre 2018, a pris fin le 30 septembre 2019. Lors de cette nouvelle rentrée judiciaire, le procureur général a fait le point de ses activités, rappelant que la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un nouveau code pénal en juin 2019. Après 38 années d'application de l'ancien code pénal, le nouveau code apporte une réponse aux comportements antisociaux. C'est pourquoi le procureur général prévient. Des personnes s'en prennent parfois aux structures sanitaires, au personnel, parce qu'un malade n'a pas été soigné ou parce que quelqu'un serait mort dans un hôpital. On a vu également certains comportements contre les sapeurs-pompiers dont les véhicules sont caillassés. On a vu des comportements aussi d'élèves, d'étudiants qui, parce qu'ils, je l'ai dit, veulent aller plus vite en congé, perturbent l'école. Tous, la peine prévue par l'article 186 du nouveau code pénal, c'est entre 5 et 20 ans et entre 500 000 et 5 millions de francs d'amende. Lébry Léonard a aussi engagé les magistrats placés sous son autorité à intensifier et à élargir les poursuites en matière d'orpaillage clandestin et à donner des résultats concrets. La rentrée judiciaire de la Cour d'appel d'Abidjan a enregistré également des prestations de serment de nouveaux magistrats. À ceux-ci, le premier président leur a demandé d'accomplir leurs tâches en toute indépendance. À vous qui venez de prêter serment et de faire ainsi votre entrée officielle dans la grande famille de la magistrature, un seul conseil. Souvenez-vous en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances des termes de votre serment et efforcez-vous d'y rester fidèle, quoi qu'il advienne. L'année judiciaire 2018-2019 étant close, la reprise des travaux pour l'année judiciaire 2019-2020 démarre. Tout l'appareil judiciaire est donc mobilisé pour faire respecter les lois. Un exercice de renforcement de capacité à l'attention des agents d'application de la loi vient de se tenir à Abidjan. Le programme aura permis à plusieurs magistrats et procureurs ainsi qu'à des participants issus de la police nationale et de la gendarmerie de se familiariser avec l'environnement maritime. Abou Sanogo. Ils ont été plongés en immersion à bord d'un navire militaire français dénommé la Somme en vue de les familiariser avec les procédures de collecte des preuves en milieu marin. 9 magistrats et procureurs ont renforcé leurs connaissances théoriques sur le droit de la mer et l'inspection des navires, ainsi qu'à la gestion des crises en cas d'attaque de pirates à travers la mise en place de divers scénarios. On a compris qu'en tant que magistrat, il faudrait que nous sachions très bien les différentes zones de la mer pour voir quelles sont les règles de droit qui s'y appliquent. Nous avons pu toucher du doigt cela et surtout, nous avons compris les difficultés que ces marins-là avaient. L'exercice s'est déroulé au cours de la traversée entre les villes de Tema, au Ghana, et d'Abidjan en Côte d'Ivoire, dans le cadre de l'exécution de l'exercice sous-régional dénommé Grand African Nemo. Cette activité a été organisée par le secrétariat permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et l'Union européenne. Elle vient améliorer les connaissances des magistrats et procureurs sur les procédures de collecte et de traitement des preuves en mer pour une meilleure conduite de poursuites judiciaires liées à la criminalité maritime en Côte d'Ivoire. Nous envisageons déjà, dans le cadre de l'action de l'État en mer, et des arraisonnements de navires que nous faisons dans le cadre de la lutte contre la criminalité maritime, notamment en matière de lutte contre la pêche INN,
d'installer dans les jours qui viennent les cellules juridiques des 2 zones maritimes que nous avons déterminées. La zone Est autour d'Abidjan et la zone Ouest autour de San Pedro. C'est la cellule de San Pedro que nous allons installer la semaine prochaine. Cette cellule juridique sera présidée par un magistrat et aura comme membre un ensemble d'acteurs de l'action de l'État en mer. Son rôle, ça sera de connaître des infractions qui auront été relevées lors des arraisonnements de navires qui auront été faits par la Marine nationale ou en tout cas dans le cadre de la lutte contre la criminalité que nous menons depuis quelques années. La stratégie de l'action de l'État en mer vise à organiser et coordonner l'action des différentes administrations compétentes en mer pour conduire dans un esprit de mutualisation des moyens les missions relatives à la sécurité et à la sûreté maritime. Hors d'Abidjan, après les récentes inondations dans la région du Sud Comoé, plus précisément à Yaou, dans la commune de Bonois, l'on avait enregistré près de 500 sinistrés. Ces derniers viennent de recevoir de la part du gouvernement un don composé de produits pharmaceutiques et d'équipements pour l'hygiène d'un coût global de 5 millions de francs CFA. Les autorités sanitaires ont exhorté les populations sinistrées à l'entretien de leur cadre de vie pour éviter toute forme de maladie et leur propagation. Le groupe de presse Fraternité Matin va souffler sa 55e bougie du 19 au 21 décembre prochain. La célébration sera meublée de plantings d'arbres, de conférences et de journées portes ouvertes. Un moment de réjouissance, mais surtout de réflexion pour le groupe Fratmat en pleine restructuration et qui entend occuper la place de leader dans le milieu de la presse écrite. Le compte-rendu de Franck Quadio. Fraternité Matin, 9 décembre 1964 à 9 décembre 2019, le quotidien a 55 ans, plus d'un demi-siècle, a revisité le vécu des Ivoiriens. Pour Venance Conan, le directeur général, célébrer l'instant à son sens. Nous sortons d'une situation qui était un peu difficile. On a dû passer par un plan social pour pouvoir retomber sur nos jambes. Et nous avons pensé que cet anniversaire-là, c'est 55 ans, qui tombe le 9 décembre, c'est une bonne occasion pour nous pour marquer un arrêt, réfléchir, nous donner des défis à relever et les relever. Fraternité Matin ouvrira donc ses portes au public dès le 9 décembre. Des temps forts comme une exposition photo des 55 années d'existence, un dîner gala, mais surtout un forum international pour s'interroger sur la réelle place de la zone de libre-échange continentale africaine. C'est un instrument important qui est destiné à promouvoir le commerce entre nos pays afin de nous amener à cette émergence économique dont nous rêvons. Mais dans le même temps, on voit aussi qu'il y a des freins ici et là, autant de replis identitaires ou d'exclusion et autres qui sont en contradiction avec la libre circulation. On va donc discuter de ça avec les meilleurs experts de la question. 55 années pleines donc, mais le groupe de presse revient de loin. Passé les heures de braise, Fraternité Matin a enclenché depuis un plan de restructuration avec l'appui de l'État. Aujourd'hui, l'équipement de pointe personnel et outils tels de digital confirme la nouvelle dynamique. L'occasion aussi d'acquérir de nouvelles machines, de restructurer en profondeur l'entreprise. Mais l'autre défi, comme je l'ai dit, c'est le numérique. Il y a le journal papier qui a vécu depuis des siècles, qui est en train de muer vers quelque chose de nouveau qu'on appelle le numérique. Donc il faut vraiment s'adapter, savoir s'adapter, avoir des travailleurs qui puissent s'adapter. Et nous-mêmes dirigeants, il faut qu'on adapte notre façon de gérer en fonction de ça. La célébration des 55 ans d'existence du groupe Fraternité Matin prendra fin le 21 décembre prochain. Elle sera placée sous le patronage du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. L'actualité internationale nous conduit en Afrique centrale, au Cameroun. Le parti de Maurice Kamto, principal rival politique du président Paul Biya, a annulé une marche prévue ce samedi à Douala. C'est la troisième manifestation du MRC annulée depuis la libération de Maurice Kamto, candidat malheureux à la présidentielle de 2018. L'opposant Paul Biya avait été arrêté fin janvier avec des centaines de ses partisans après des manifestations pacifiques pour protester contre le résultat de la présidentielle.
Et puis au Brésil, après plus d'1 an et demi d'incarcération, l'ex-président brésilien Lula a été libéré vendredi. Il a été accueilli par une véritable marée rouge de militants de gauche à sa sortie de prison à Curitiba, dans le sud du pays. Luis Inácio da Silva, 74 ans, purgeait une peine de 8 ans et de 10 mois de prison pour corruption. Il a été libéré au lendemain d'un arrêt de la Cour suprême. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce premier point d'information sur RTI 1. Retrouvez Hamza Diaby à 13h. Quant à moi, je vous retrouve demain matin à 6h30.